Bonjour amis rôlistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue dans Odyssée Jeux de rôle, votre émission de JDR sur YouTube. Je suis Tagazog et aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'on va faire une émission découverte, une émission un peu hors série. On va découvrir un nouvel univers, l'univers de Polescar. Vous avez vu, je ne suis plus à ma place habituelle parce que je ne vais pas être MJ, parce qu'on a l'insigne honneur d'accueillir le créateur de Polescar qui va faire le maître du jeu pour cette session. Enzo, comment ça va Enzo? Enchanté. Écoute, ça va très bien. Je suis ravi que vous m'accueilliez aujourd'hui sur la chaîne d'Odyssée Jeux de rôle. Et je suis ravi de vous présenter Polescar, le jeu d'expédition. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'univers de Polescar, où ça se passe? Est-ce que c'est de la fantasy, de la science-fiction? Est-ce qu'il y a des races, des gobelins, ou est-ce que c'est un peu plus exotique? Dis-nous tout. Polescar, le jeu d'expédition, donc c'est un jeu sur lequel je suis auteur et illustrateur, un jeu qui est en développement depuis 6 ans, en playtest depuis 2 ans et qui est actuellement en financement participatif sur Game On. C'est un jeu qui se place un peu à la croisée des genres parce qu'on n'est pas dans un univers de fantasy, on n'est pas dans un univers de science-fiction, on est plus dans une sorte de post-apo géologique, dans un monde fracturé et froid. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe sur le Polescar, une planète qui autrefois était semblable à la nôtre, un planétoïde uni avec des continents émergés, des océans. Et puis il y a des millénaires, à l'époque où l'humanité était déjà présente, il y a eu un cataclysme géologique. Le monde s'est fragmenté, il s'est fracturé en îlots et contrées qui dérivent dans le vide. Les océans ont chuté dans le vide, ce qui a créé des gigantesques déserts de sable et de sel qu'on appelle le Vaste. Ce cataclysme a créé un gigantesque nuage de poussière et de débris qui ont voilé l'équivalent de leur soleil. Et l'humanité a été obligée de s'enfouir sous la surface du Polescar pour survivre. Le monde a été redessiné par les blizzards, les tempêtes, il a fait extrêmement froid. Et l'humanité, au fur et à mesure qu'elle est remontée à la surface, elle a évolué. Et c'est ce que je vous propose d'incarner aujourd'hui, c'est-à-dire les différents peuples du Polescar, mais on va voir ça juste après, c'est-à-dire des différentes branches du genre Homo qui se sont adaptées au froid différemment. Et d'un point de vue technologique, on est plus sur un monde assez archaïque, pré-industriel, très low-tech. On répare beaucoup les choses. Et on est dans un jeu d'expédition puisque le monde reste à découvrir. Ça fait même pas un millénaire que l'humanité est remontée à la surface. On est dans un monde qui n'est pas forcément dark, mais qui est quand même assez rude, avec une nature quand même hostile, un froid très présent, ce qu'on appelle le Kryos, une personnification du froid, du vent, des tempêtes. Et pour vous donner un petit peu des points d'accroche, les principales influences de Polescar, c'est en gros La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, pour le côté groupe soudé, parce que c'est un jeu extrêmement coopératif avec un esprit d'équipe très fort. Et on peut aussi retrouver un peu de Le Château dans le ciel ou Nausicaa de la vallée des vents de Miyazaki ou des jeux vidéo comme Frostpunk. Donc c'est un peu Mad Max dans la glace. C'est un Mad Max froid, on peut le caractériser comme ça, ouais. D'accord. Et du coup, au niveau des règles, est-ce qu'on va rester sur du classique, du D100, du D20 Alors moi, un système de jeu a été élaboré dédié pour Polescar, le système D, ça s'appelle. Et en fait, je voulais un système qui plonge vraiment les joueurs dans une ambiance d'expédition, dans une ambiance qui les force à faire des préparatifs, à emporter avec eux assez d'équipements dans leur sac à dos pour survivre un peu en autonomie complète. Et je voulais un système qui soit assez simple. C'est pourquoi j'ai créé le système D. C'est un système où il y a beaucoup de narration partagée. On utilise exclusivement des D6 qu'on va lancer en fonction des caractéristiques de nos personnages. On va associer en gros un aspect à un aspect secondaire et une compétence. Ça va nous donner un pool de dés. On va le lancer et l'objectif, c'est de réaliser un double, un triple, un full, un quadruple ou un quintuple. Le score des dés n'a aucune importance. Quand je joue avec des enfants, je mets des gommettes de couleurs sur les faces des dés et ça marche très très bien. Donc ça, c'est vraiment la feature de gameplay principale. Et le jeu de Polescar est un jeu très bac à sable et donc son système aussi. Le système de base, celui qu'on va voir plus ou moins aujourd'hui, est très simple.
Et au sein du livre, il y a plein de petites briques qui vont pouvoir complexifier petit à petit l'expérience de jeu pour ceux qui le veulent. On va faire du one-shot aujourd'hui, donc c'est plutôt pratique d'avoir quelque chose d'assez simple. Univers aussi assez original. Moi, je joue un koala batracien mécanicien, donc vous allez voir, c'est assez cool. Mais je vais pas être tout seul, puisqu'on va jouer avec d'autres joueurs. Mes autres joueurs, bonjour. Bonjour mes autres joueurs, enfin mes autres joueurs, moi aussi je suis un joueur, je sais même pas pourquoi je dis ça. Aujourd'hui vous êtes mes joueurs. Ouais, pour une fois que joueuses. je suis pas maître du jeu, incroyable. Vous avez vu, il y en a un que vous connaissez pas, trouvez l'intrus. Il y a Shae, hein, vous la connaissez. Voilà, il y en a un que vous connaissez pas. Bon. Mais il est barbu, alors normalement ça devrait... oui, je reste dans le thème des autres. Ouais, ça devrait bien se passer. Donc on va se présenter nos persos rapidement. Je commence. Alors moi, je m'appelle Taga Polskanawe. Vous pouvez m'appeler Taga, hein, maintenant on se connaît depuis longtemps, hein, donc vous pouvez m'appeler Taga. Je suis un Deinos. Alors un Deinos c'est une espèce, comment vous décrire, une espèce de koala. Sauf que c'est des batraciens, donc c'est un mélange entre des koalas et des batraciens qui sont hyper intelligents. Mais ils parlent comme ça. Voilà, pour ceux qui connaissent les masques dans Jumanji, les vrais savent. Et voilà. Et on peut genre créer des robots, on peut manipuler la lumière, on peut faire plein de trucs. Et moi en fait j'ai passé ma vie à réparer des machines. Voilà, ça c'est ma passion dans la vie. Mon objectif c'est de réparer, de protéger toutes les machines. Et voilà, je me suis fait arrêter par la nation Polskarit, qui est la nation dominante du coin. On m'a jeté en prison, parce que apparemment je ne devais pas réparer ce truc, mais moi je m'en fichais. Donc on m'a jeté en prison, j'en ai profité pour construire un énorme robot, parce que j'avais que ça à faire en prison. Et je me suis évadé. J'ai d'abord rencontré mes compagnons, et après je me suis évadé de cette sale prison pour continuer à réparer mes machines. Voilà. Quelqu'un... Alors, moi je me prénomme Youris, surnommé par son peuple l'Icegravik. Je suis donc un ciselé. Donc vraiment, les ciselés, je suis littéralement un homme des glaces, pour un peu montrer physiquement comment je suis. Par rapport à un homme de mon peuple, je suis particulièrement grand. D'où mon surnom Icegravik. Il faut savoir que mon peuple subit une baisse de natalité un peu forte en ce moment, et que moi, je suis né avec des capacités physiques particulières qui fait que on me prend un peu pour un arbre, le fils de l'arbre sacré, voilà, comme si je devais avoir un destin un peu particulier, alors que moi, finalement, je rêve de très peu. Mon but, c'est simplement de suivre ma voie, qui est donc l'Aéros, de naviguer sur un très beau vaisseau. Et voilà, je ne demande pas plus. Je suis un protecteur en termes de carrière. Et voilà. D'accord. Et toi, mon cher ami? Ah oui, si, par contre, peut-être juste rajouter que du coup, effectivement, donc j'étais arrêtée et emprisonnée suite à avoir travaillé avec la brigade Blizrin, qui était donc des rebelles pour la nation Polskarit. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de conduire un vaisseau, bon, voilà. Et j'ai trouvé la nation Polskarit très injuste parce qu'ils ont détruit notre vaisseau. Voilà. Ils ont détruit ton bateau. Ils ont détruit mon bateau. Du coup, t'es pas contente. Je suis pas contente. Voilà. Mais depuis, tu as un nouveau vaisseau. Oui, voilà, ça va mieux. Et toi, mon cher ami, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quels sont tes espoirs, tes rêves, tes objectifs? Je suis stressé. Mais non, faut pas. T'as pas un petit whisky ou... Un petit, si tu veux, j'ai la bouteille. Donc vas-y. moi c'est Choubo, je suis un résistant. En gros, un résistant, c'est un peu le nomade de l'univers. Moi, mon histoire se résume à j'ai eu une vie de famille, un enfant. Et avec les problèmes de natalité qu'il y a eu justement, il y a la haute gros, qui a essayé de récupérer les enfants des autres pour se les approprier. Donc ils ont fait du kidnapping et c'est ce qui est arrivé à mon fils. Et mon objectif a toujours été de le retrouver. Ça fait des années que ça dure et malheureusement, au fil du temps, des dégâts ont été faits. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé en prison. Avec nous? Avec vous. D'accord, ok. Et du coup, tu t'es échappé avec nous Moi, je suis resté en prison. Je peux partir. Mais on va retrouver ton fils, t'en fais pas, Choubo.
Je ne comprends pas ton langage. Là. Ah oui. Fais-moi des dessins. Oui. Non, parce que je peux aussi dessiner avec la lumière. Mais bon, maintenant vous me comprenez plus ou moins, hein, à peu près. Plus ou moins. Donc voilà, donc ça c'est les joueurs. Est-ce que, cher grand dieu de Polescar et maître du jeu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de commencer notre fameuse session? Non, pas vraiment, si ce n'est que peut-être un bref contexte sur la session d'aujourd'hui. Nous allons jouer à un scénario qui s'appelle Les Évadés d'Isgorak. Il faut savoir que ce scénario et ses personnages seront disponibles, seront débloquables au cours du financement participatif, qui a cours actuellement, si on atteint le palier lié à la chaîne d'Odyssée Jeux de rôle. Vous pourrez retrouver, ajouter au recueil de scénarios, les prétirés de vos chers rôlistes préférés et ce scénario-là pour rejouer ce scénario un peu en mode ciné avec les personnages, le background qu'ils auront créé, le véhicule, etc. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, vous vous êtes tous rencontrés en prison, dans cette sinistre prison que l'on appelle la prison d'Isgorak, qui est une prison qui dérive sur la bordure de la côte chahutée. Et ça fait quand même quelques temps maintenant, je ne sais plus combien on avait dit, une dizaine de cycles que vous vous êtes évadés et que vous essayez de mener des actions, on va dire, criminelles un peu engagées pour la résistance ou pour les groupuscules anti-nation, quoi. Et voilà, quoi, on va voir où ce scénario va vous mener et jusqu'où ce scénario va vous replonger dans vos souvenirs. On va partir dans la session. Donc je vais laisser le mot de la fin à notre MJ. Mot de la fin, un mot. Dérive. Dérive, c'est bien un mot, je confirme. Donc c'est parti, générique. Choubo, au moment où on te retrouve, au moment où la caméra fait le focus sur toi, tu es assis dans une alcôve du Caravansérail. Tu es dans un de ces bars relativement bondés qui abritent les voyageurs en escale qui passent par Doraka. Tu es assis dans le bar, à toi de nous dire si tu es plutôt au centre de l'espace, dans une grande tablée bondée, ou si tu es plutôt dans ton coin, dans une alcôve un peu tamisée. Et tu as un peu les fourmis au bout des doigts. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en expédition et ça te manque. Tu as besoin de passer à l'action. C'est dans ton tempérament. Il faut agir pour la cause, pour la lutte, pour la résistance. Et tu attends avec impatience ce télégramme que vous attendez depuis des jours et que tu sais, Taga est allé chercher. Et tu espères qu'il va y avoir du nouveau, quoi, que vous allez partir en expédition. Quel est ton état d'esprit
au moment où on te retrouve? À quoi tu penses? Je pense à mon fils, bien évidemment, que je recherche depuis tellement de temps. Et l'énervement, j'essaie de calmer ma colère. Et j'essaye un peu de méditer sur la situation. Ok. Tu repenses à Luca et tu vois deux enfants d'un âge à peu près équivalent à l'âge qu'aurait eu aujourd'hui Luca s'il était toujours à tes côtés. Tu vois ces deux enfants, chose assez rare dans un comptoir marchand, qui ont un comportement un petit peu étrange, qui passent de table en table. Ils ont toujours le même mode opératoire. Un premier se présente et murmure quelque chose aux marchands, aux voyageurs qui sont attablés. Si les marchands, donc tu les vois parce que forcément ton regard se pose sur ces enfants et tu places sur leur visage le visage que tu as de Luca en tête. Et tu vois certains marchands qui sont pas intéressés, mais quand les marchands semblent intéressés par la proposition de l'enfant, l'enfant siffle, fait un signe et un deuxième enfant s'avance avec une gibecière, une grosse sacoche à la ceinture et très rapidement, il distribue des choses. Il y a une petite transition très, très rapide, très discrète et les enfants, hop, passent à une autre table. Que fais-tu? Je continue d'observer les enfants, Ouais. en espérant potentiellement voir si d'autres personnes sont pas derrière eux pour surveiller ce qu'ils font. Et en fonction de ça, si je vois quelqu'un, j'irai vers cette personne pour lui poser des questions par rapport aux enfants, d'où est-ce qu'ils viennent. En les observant suffisamment longtemps, au bout de quelques minutes, tu vois que l'enfant qui porte cette espèce de sacoche, quand la tablée qu'ils ont démarchée est intéressée, tu vois qu'il y a des Preuska qui s'échangent contre des petits ballots de cuir. Voilà. Il semble donner comme ça des ballots de cuir et les marchands récupèrent les ballots et les mettent tu vois, dans un pli de leur kéfier ou dans un pli de leur tenue. Et globalement, en tout cas avec ton double, tu n'arrives pas à identifier un maquereau quoi, ou quelqu'un qui serait là pour un peu chapeauter le truc. Les enfants ont l'air d'être assez autonomes et assez débrouillards d'ailleurs. Du coup, je fais un signe aux enfants pour qu'ils viennent à ma table Ok. et je leur pose des questions sur leur situation. Tu vois le premier enfant qui s'approche de toi, il a des lunettes un peu comme des lunettes de soudeur ou d'aviateur qui sont posées sur son front. Il a une gavroche qui est posée un peu comme ça en bataille, de travers. Il a les cheveux en bataille. Il est globalement un peu sale, mais pas parce que c'est un esclave, plus parce que il se lave pas tous les jours, quoi. Puis Doraka est un comptoir très poussiéreux. Et il est là, ouais monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes intéressé? Habitué peut-être. J'aimerais vous poser quelques questions. Ouais. D'où venez-vous? Moi j'ai toujours grandi à Doraka. J'ai grandi là quoi. Je suis jamais parti. Et il y a d'autres enfants avec toi? Ouais, il y a Pavel là. Et tu vois le deuxième enfant qui s'approche avec la sacoche, il a l'air un peu plus empoté quoi. Et il s'approche comme ça, visiblement il a une blessure à la jambe ou quoi, il claudique un peu, il dit il est intéressé le monsieur là. Pas forcément, j'aimerais juste avoir quelques informations. Ouais, nous on fait pas trop ça, mais sur quoi? Je voulais savoir si vous aviez déjà vu des enfants, à peu près de votre âge, qui étaient avec d'autres personnes, mais qui ne leur ressemblaient pas. Moi je ressemble pas trop à mon papa. Tu vois que lui, il a des traits plutôt de dérivant, donc il est assez, celui avec la casquette de travers, il est assez grand, il a des yeux un peu en amande, des oreilles assez effilées, vraiment les traits d'un humain, d'un homo stratis qu'on appelle, c'est-à-dire un humain usé par la dérive. Et tu vois que et il te dit moi mon papa
c'est un polscarite, quoi. C'est un mec, on n'est pas pareil, quoi. Donc moi, je traîne avec des gens qui ne me ressemblent pas, quoi. Mais bon, tous les enfants que je connais, c'est un peu comme ça, quoi. Et est-ce que tu as déjà vu un enfant un peu comme moi, qui aurait grandi, mais tu sens que c'est pas du tout son environnement? Tu vois, qui réfléchit et il te dit il y a bien. Non, je vois pas. Il y a l'autre qui lui donne un coup de coude, qui lui dit mais si, Nicolas, rappelle-toi, l'enfant là, qui est mort à la longue nuit dernière, il était pareil que vous, barbu, fourrure hirsute, il avait des tatouages sur le front comme un espèce de soleil. Il est mort, hein, il a attrapé un cryostigmate et puis pendant la longue nuit, il est mort, quoi. Mais non, sinon, personne d'autre, quoi. C'est pas forcément la description que tu aurais fait de Luca. En tout cas, quand tu l'as vu, il avait pas forcément un tatouage d'astre comme ça sur le front, quoi. Donc, je sais dans le fond que c'est pas lui. En tout cas, ça m'émeut pas plus que ça. Vous, désolé, mais nous, en fait, faut qu'on travaille quand même. Et du coup, si vous n'êtes pas intéressé, on va passer à d'autres tables, quoi. Vous voulez pas un peu? Tu veux quoi exactement? Tu vois, en fait, qu'il sort de sa gibecière, il sort une de ces espèces de bourses, là. Il l'ouvre un petit peu et il fait renifler ça. Et je sais pas si tu sens, mais déjà, quand il ouvre un peu le sachet, ça a une forte odeur d'épices. Et il vous dit ça éveille l'essence, quoi. Ça fait qu'on dort pas, on est plus rapide, on a moins froid. C'est vachement bien. Et combien ça coûte? Ça, la besace, là, c'est 2 Proiska. Ouais, je vais t'en prendre une. C'est vrai? Oui. Okay. Et il transite avec toi, quoi. Il prend les Proiska et très rapidement, tu vois qu'il a l'habileté, quoi. Il prend les Proiska, hop, direct, il les met dans sa poche et il te tend la gibecière. Tu peux marquer donc dans tes vivres, tu peux marquer drogue, ouais. Et tu peux cocher 2 cases. Et tu vois, il vous dit bonne journée, monsieur, hein, et puis bonne chance, hein, pour retrouver. Je sais pas trop d'ailleurs, mais bonne chance. Et tu vois qu'il part. Je continue à observer là où je suis, voir s'il n'y a pas d'autres enfants qui passent ou des transactions un peu étranges. Globalement, ça va. Il y a beaucoup de marchands qui sont en transit, qui viennent boire un coup, qui font des affaires. Tu vois qu'il y a un peu des contrats qui se signent. Enfin voilà, Doraka dans la région, c'est un peu la plaque tournante du commerce caravanier. Et globalement, en fait, 1-2 heures passent et tu te dis que c'est le bon moment pour aller retrouver tes compagnons. Surtout que Taga a potentiellement récupéré ce télégramme, en fait, que vous attendez tous avec impatience. Fait déjà un petit moment que vous n'êtes pas parti en expédition, vous trouvez le temps long. Tu sais que Youris est quand même assez agité, il a besoin de reprendre le vol, il a besoin de repiloter l'aéronef. Tu sens aussi Choubo qui, quand même, dans sa nature un peu résistante, un peu de l'âme de combattant, il a envie d'en découdre. Tu sens tes compagnons un petit peu sur le qui-vive, quoi. Et récemment, en fait, ce matin, tu as reçu un message qui t'a été amené par un petit messager, quoi, pour te dire que vous aviez reçu, votre compagnie, la compagnie Odyssée, avait reçu un télégramme et qu'il fallait que tu te rendes au tour opérateur. Donc tu montes dans la tour radio de Doraka, ce comptoir minier dans lequel en général vous y restez quelques temps avant de repartir en expédition le long de la côte chahutée. Donc tu montes à cette tour radio via un monte-charge mécanique. Tu es accompagné de ton brain Odyssée. Et tu vois un opérateur radio qui est là, qui est avec son béret, qui sort, qui imprime en fait au fur et à mesure le télégramme, qui s'éclaircit la voix, qui dit bonjour. Télégramme prioritaire. Destinataire, compagnie Odyssée, rebelle. Doraka. Expéditeur, Joshua
Côte chahutée, village de Fir. Message. Choubo, stop. J'ai trouvé la dame pourpre, stop. Retrouve-moi au Crabatino, stop. Dépêche-toi, terminé. Très bien, bonne journée à toi aussi, j'imagine. Ouais, salut. Et je pars avec mon brain, je lis un peu le message si c'est bien ce qu'il m'a dit. Et une fois que je l'ai lu, je comprends pas trop ce qu'il y a écrit. Enfin, je comprends le message, mais je connais pas tout ça. Je le confie à mon brain, je le mets dans un petit repli de son vêtement, parce que mon brain c'est quelqu'un de très imposant. Et on va vers où sont les autres. Ça marche. Tu traverses le comptoir de Doraka et tu aimes bien passer par le quartier ouvrier. Ça sent bon l'odeur des forges, de la métallurgie, etc. Et tu ne peux pas t'empêcher en fait d'avoir les oreilles qui traînent. Un Dainos, c'est très sensoriel dans sa manière d'appréhender l'environnement. Et au moment où tu passes devant une ruelle, tu vois, tu entends des éclats de voix provenir de la ruelle et tu entends si nous n'agissons pas, tout va exploser. Il faut rentrer, vite. Je dis à mon brain de me suivre et j'essaye de voir d'où provient la voix, mais d'y aller un peu discrètement. Je suis assez petit. Ton brain, lui, n'est pas du tout petit par contre. Hein. Oui, ça c'est pas faux. Bah moi, j'y vais discrètement et il y a mon brain derrière du coup. Voilà, exactement. À la limite, on verra que mon brain arriver, mais moi je veux être un peu discret. Et puis je vois un peu qui c'est qui crie. Ouais, en fait, quand tu passes la ruelle, tu débouches sur le parvis d'une usine. En fait, tu vois vraiment la devanture d'une usine visiblement de métallurgie, quoi, une aciérie, qui est là en gros pour faire des poutrelles métalliques, ce genre de choses. Et donc tu sens en fait une odeur, l'air semble brûlant, comme s'il y avait un problème de chaudière ou de soupape à l'intérieur. Et tu vois un regroupement d'ouvriers qui sont tous en tenue, en code de travail bleu là. Tu en vois certains qui sont blessés à la tête, d'autres qui ont une partie de leur bleu de travail qui a été brûlée. Et ils sont tous un peu dehors. Ils savent pas trop comment agir, les contremaîtres sont là, rentrez à l'intérieur, réglez ce problème. Ok, moi là quand je vois qu'il y a un problème, qu'il y a un incendie ou un problème de machine, là je me cache plus du tout, moi je fonce vers l'entrée du coup, ou vers là où il y a le problème et mon brain est juste derrière moi. Est-ce que je peux me frayer un chemin à travers la foule ou, Oui, en fait, les grandes portes métalliques qui ouvrent l'usine, il y a peu de monde. En général, là, le regroupement d'ouvriers, ils se sont plutôt éloignés de l'usine en disant ça peut péter à tout moment et du coup, ils se sont décalés vers le centre de la place, quoi, tu vois. D'accord. Donc, toi, les quelques marches qui montent jusqu'à l'usine, c'est assez libre. Ok, je m'arrête vers celui qui crie et je lui demande qu'est-ce qui va pas. Il te regarde comme ça, il fait c'est l'usine là, on a un problème dans la chaudière centrale, les soupapes de sécurité ont déconné ce matin et là ça monte en pression, si on fait rien c'est tout qui va péter, on a encore des ouvriers à l'intérieur. Je lui dis que je m'en occupe et je rentre dans l'usine avec mon brain juste derrière. Je rentre dans l'usine, je regarde même pas les autres, je rentre dedans. Ok, tu rentres, tu passes les lourdes portes métalliques. Quand tu rentres, tu es comme un peu stoppé parce que l'air est brûlant vraiment. Tu vois, il n'y a pas d'incendie, mais l'air est brûlant. Tu suffoques presque instantanément quand tu rentres. D'accord. Est-ce que je peux continuer ou est-ce que... Ouais, tu peux. Ok, j'essaye avec je remets ma capuche et puis j'essaye de me cacher un peu le visage et je dis à mon brain, parce que je crois que mon brain il a aussi un grand manteau et un grand chapeau pour la cacher. Je lui dis de se libérer de tout ça pour pas qu'il ait de problème, qu'il se libère de tout ça. Puis on essaye de foncer là où
là où je vois que c'est la source. Ouais, tu as déjà travaillé plusieurs fois dans des usines, c'est un environnement qui t'est relativement familier. Tu identifies très rapidement effectivement les grosses conduites de vapeur qui sont un peu surchargées en pression. Tu vois les soupapes qui tournent, certaines qui sont vraiment dans le rouge, qui ont éclaté en fait sous la pression. Et tu vois en fait que les soupapes qui convergent vers le centre de l'usine, certaines explosent et ça fait des jets de vapeur. Donc si tu veux progresser vers la chaudière centrale, il va falloir esquiver ces jets de vapeur potentiellement brûlants. Est-ce que je peux dire à mon brain de se mettre entre moi et les jets de vapeur et on avance comme ça le long Vous pouvez. Ce que je te propose, c'est de faire un jet de mouvement, une action de mouvement en Ok. coordination avec ton brain pour voir comment vous arrivez à vous frayer un passage jusqu'au cœur de l'usine. D'accord, alors je fais un jet. Donc, comment on fait un jet de dés dans Polescar ? Dans Polescar, tu vas associer un aspect secondaire et une compétence, et tu vas lancer un nombre de D6 qui correspondent à la valeur de ces trois composantes. D'accord. Là, en l'occurrence, comme tu es dans une usine abritée, tu peux utiliser ton aspect secondaire abrité pour faire ton action, et c'est une action de mouvement. D'accord. Et je vais donc je vais essayer de voir les jets de brume et d'essayer de timer pour pas que je me prenne le jet dans la tête. J'ai 1 en corps, 2 en cœur et 3 en esprit. Donc tu choisis l'aspect principal que tu veux, c'est-à-dire est-ce que tu le fais plutôt avec ton esprit ? Là en l'occurrence tu essaies d'anticiper un peu les jets de vapeur. J'essaie de calculer donc c'est de l'esprit. Après tu peux très bien aussi le faire avec le cœur parce que ça te demande du courage d'aller dans cette usine qui est sur le point d'exploser. C'est toi qui vas justifier l'aspect. C'est juste qu'en cas d'échec, si tu l'as fait avec esprit, tu subiras de la fatigue. Si tu l'as fait avec le cœur, tu subiras du stress. Non, mais je vais essayer de calculer un petit peu, c'est ça. Donc l'esprit, et je vais prendre 3D. D'accord, et je vais mettre abrité, donc du coup j'ai 2 en Tu associes 2 dés de plus, ouais. Et est-ce que tu as des points en mouvement ? Alors en mouvement, je n'ai pas de points. Ok. Je n'ai pas de points. Donc je vais tu peux avoir un point supplémentaire pour ton brain. Parce que tu le fais avec ton brain, tu essaies de te mettre dans l'ombre de ton brain. D'accord. Donc je vais jeter tout ça et je vais essayer d'avoir des doubles. Alors j'ai un triple 6, un 1, un 2 et un 5. Donc ça, on s'en fiche. Bon, j'ai juste un triple 6. Ok. Écoute, donc un triple dans Polescar, ça équivaut à une difficulté complexe. C'est effectivement relativement complexe d'avancer. À plusieurs moments, tu entends vraiment la soupape craquer et tu as juste le temps de baisser ta tête ou de te positionner derrière ton brain pour esquiver le gros de la vapeur. Globalement, ça va. Tu évites au maximum les jets. Néanmoins, malgré cette réussite un peu in extremis, tu subis une fatigue parce que tout simplement, en fait, l'air et les particules de suie qui viennent dans tes poumons te brûlent un petit peu les poumons et ça te fatigue. Tu vois, tu tousses, tu as des quintes de tout. Ok, c'est pas grave, je continue à avancer. Tu progresses jusqu'au centre de la chaudière et tu vois un groupe de mineurs. Certains sont incapacités, en fait, ils sont assommés. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là. D'autres sont avec des lourds gantelets en cuir pour essayer de libérer la pression dans les cheminées extérieures. Sauf qu'ils n'y arrivent pas en fait, il y a trop de pression. D'accord. Que fais-tu ? Alors moi je m'occupe pas des mineurs, ils se débrouillent. Moi c'est la machine, réparer la machine. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à tourner. Ouais. D'accord. Donc je vais dire à mon brain que lui il aide le mineur à tourner cet énorme Très bien. Tu vas me faire un jet de mécanique pour aider ton brain, enfin consigner ton brain sur le fait de dire tire la valve là, abaisse le levier, toi tu es à côté de lui pour voilà. Alors donc je lance Il faut savoir donc que du coup un Dainos et particulièrement un Dainos artisan brainien, en fait ça t'a demandé toute ta vie pour créer ce brain et donc du coup tu as une relation un peu symbiote avec j'ai confiance en lui. Tu as confiance en lui et il te comprend quoi. Du coup je lance encore un jet d'esprit. Enfin un jet d'esprit. Ça c'est toi qui vois. Donc je mets mes connaissances de mécanique pour vraiment dire à mon Dainos, voilà c'est vraiment ça, à mon brain, Odyssey de vraiment tourner de tel degré, etc. Donc tu sens ça siffle, ça commence à siffler, ça vibre
Est-ce que je peux utiliser des compétences, par exemple mécanique, Ouais, artisanat, bien sûr, mécanique? Mécanique complètement. J'ai 2 en mécanique, donc j'utilise mon esprit et 2 en mécanique. Et je peux prendre un esprit secondaire aussi. Ouais, ouais. Bah, Là, ça peut être abrité. Ça peut être Dainos aussi. Tu vois, si tu fais vraiment corps avec ton brain, c'est à toi de Non, voir. je Là, vais c'est assez réutiliser, narratif. je vais réessayer Abrit. Ouais, non, ou Deinos, tiens, je vais changer. Effectivement, comme c'est mon brain et qu'on a un lien symbiotique entre nous. Avant de lancer les dés, Ouais. juste pour contextualiser, tu es face à une chaudière de la taille d'une usine qui est sur le point de péter. Si elle pète, les mineurs ici présents et toi, vous allez sans doute être brûlés au 3e degré. C'est une situation de risque extrême. Je t'impose donc le dé d'adrénaline. Le dé d'adrénaline, c'est quand l'adrénaline s'impose à toi. En plus de tous tes dés, tu vas lancer un dé noir. Enfin, un dé d'une autre couleur. Là, en l'occurrence, il sera noir. Et ce dé, il va agir comme une difficulté supplémentaire. Dans Polescar, la valeur des dés n'a aucune importance. Un double 6 ne vaut pas plus qu'un double 2. Quand le dé d'adrénaline entre en jeu, il faut que tu fasses un combo qui est égal au score de ton dé. Si le dé d'adrénaline indique un 3, il faudra que tu fasses un double 3, un triple 3, un full avec par exemple un double 6, un triple 3 pour canaliser ton adrénaline. D'accord, ok. Bon, ok. Bon, je lance un paquet de dés. Ouais, Ça devrait aller. Oh putain, j'ai fait 5 avec le dé noir. J'ai un double 3 et un double 4. J'ai que des doubles. Ok, est-ce que tu veux relancer? Est-ce que tu as des outils ou de la détermination qui peut te permettre de relancer? Oui, alors j'ai de la. Oui, j'ai 3 de détermination. Est-ce que tu as des outils, puisque la détermination est une ressource très précieuse dans Polescar, est-ce que tu as des outils qui peuvent justifier ton action de mécanique là? Exploration, feu, métier forgeron. Là, ça peut marcher, métier forgeron. Hein. D'accord. Ça ok. peut être, tu vois, des gros gants en cuir ou une D'accord. sorte de marteau de forgeron qui pourrait faire levier. Donc effectivement, ouais, j'utilise mes outils de forgeron pour les donner à mon brain du coup, pour l'aider à tourner ce mécanisme. Donc j'utilise un de mes outils forgeron. Donc hop. Ok, donc ton outil forgeron s'abîme, mais tu peux relancer tout ou partie de tes dés. Sauf le dé d'adrénaline, qui lui est bloqué à 5. Là, si tu veux canaliser ton adrénaline, il faut que tu fasses un combo avec des 5. Un double 5, un triple 5, un full avec un double ou un triple 5 et des chiffres. Ouais, faut qu'il y ait un 5 dedans. Faut qu'il y ait des 5. Alors, si tu le fais, tant mieux, tu canalises ton adrénaline. Si tu ne le fais pas, tu subiras un état, donc une fatigue. je vais tout relancer sauf mon 5 du coup. Ok. Parce que je dois faire un 5, donc je vais mettre 5 sur le côté. Et j'ai fait un autre 5. Et après j'ai fait un double 3 et un double 2. Donc c'est que des doubles. Donc j'ai fait un double 5. Ok, Donc c'est déjà ça. c'est déjà ça. Tu as fait un double. Est-ce que c'est la difficulté finale que tu m'annonces? Parce que tu as le droit jusqu'à 2 relances. Donc là, tu as fait ta première relance. Je vais utiliser un deuxième outil forgeron. Ok. Donc tu sens vraiment le marteau, il force, t'arrives à libérer la pression, le marteau pète. Tu sais qu'il faudra que tu le Je répares. donne un deuxième marteau. Ok. Il en prend un deuxième, il le met, il serre sa siffle. Ah, et j'ai un troisième 5 et j'ai un triple 1, mais ça on s'en fiche. Ah, Donc mais j'ai- si, c'est très intéressant, parce que tu as fait un triple là. Et comme tu as fait un deuxième triple, en fait le deuxième triple ne compte pas comme un triple, mais Ça il compte comme un full. Et ben j'ai fait un full Donc- avec un 5. Avec un Donc tu as triple fait un full, tu canalises ton adrénaline et au dernier moment, alors que tu vois vraiment cette espèce de silo à vapeur qui se tord sous l'action de la pression, les rivets pètent les uns après les autres, ton Odyssée arrive avec le second marteau à libérer la pression, tu sens vraiment une colonne de fumée qui jaillit en fait en dehors de l'usine et tu vois la soupape qui... Mais j'avais confiance en mon brain. Moi je suis pas stressé. Globalement, la situation se rétablit. Il fait toujours très très chaud dans l'usine. Tu vois en fait au sol des mineurs qui suffoquent, d'autres qui sont complètement inconscients du fait de la chaleur. Mais globalement, tu as réparé l'usine, elle est plus en danger. Je regarde quand même, est-ce qu'il y a un élément j'essaye d'analyser un peu la chaudière ou les tuyaux pour si j'arrive à voir d'où vient cette problématique et si je peux la réparer. Manque d'entretien.
Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont rouillées, qui sont un manque d'entretien. Vraiment, comme beaucoup d'industries dans la nation, ils sont tellement occupés par des rendements toujours plus intensifs. Les ouvriers sont assez mal payés et donc du coup, globalement, tu déplores une qualité générale de l'installation déplorable, quoi. Tu vois qu'il y a des endroits où ça manque de la graisse, il y a d'autres endroits où c'est rouillé et tu vois que les soupapes ne sont pas assez graissées, donc ça a monté en pression. C'est la structure globale qui bat de l'aile, quoi. C'est le capitalisme. Du coup, est-ce que je vois là le chef qui arrêtait pas de crier là. Il est devant la porte. C'est un peu en col blanc, quoi. Il est là. C'est un mec moustachu. Je lui ai dit de venir avec la main. Je lui ai dit de venir là. Tu vois qu'il se met un espèce de foulard, un peu un masque autour du visage et il avance comme ça. Il tousse un petit peu. Il s'essuie le crâne de sueur. En fait, il n'est pas du tout habitué à ce genre d'environnement. Il s'approche et il dit la situation est rétablie. L'usine n'est plus en danger. Je lui dis oui, mais par contre, je suis un peu énervé et je lui montre toutes les portions rouillées de manière énervée. Je lui montre ça c'est rouillé. On fait ce qu'on peut, écoutez, d'accord ? On manque de matériel, on manque de main-d'œuvre qualifiée. En tout cas, on aurait bien besoin de services de gens comme vous. Donc je fais une petite révérence ironique, d'accord ? Et et tu vois que il presse sa main dans son veston, quoi, et il te dit écoutez, si vous revenez à Doraka, si vous avez besoin de travail, passez à l'usine, passez me voir, auto. Demandez auto et je saurai vous trouver du travail. En tout cas, merci, grâce à vous, la ligne de production va pouvoir repartir. Et en fait, il te tend dans sa main et il te dépose 3 Proiska. Ok. Donc je le remercie un peu. Je jette un petit coup d'œil noir auprès des boulons rouillés. Moi, ça m'énerve de voir des machines pas entretenues comme ça, alors que mon brain est nickel chrome. J'ai consacré toute ma vie à mes machines. Et du coup, voir des machines comme ça, ça me désole. Bon, évidemment, il y a des ouvriers à moitié crevés par terre, mais ça, je m'en Et tu fiche. l'entends d'ailleurs recommencer à gueuler sur les ouvriers en leur disant « Allez, la bande d'incapables, reprenez le boulot! Vous croyez que ça va se nettoyer tout seul, là? On a perdu 2 heures sur la ligne de production, alors vous allez doubler le nombre de poutrelles qui vont sortir de l'usine aujourd'hui. On a des rendements à tenir, hein. La pause, ce sera pour ce soir. » Donc là, je m'en vais d'un air un peu désolé. Et tu sais quoi, je laisse tomber les quelques Proiska. Ça m'a fatigué. Puis je m'en vais retrouver mes compagnons. Je suis dégoûté. Ok, tu ressors et tu vas au bateau, à votre bateau. Yoris, au moment où on te retrouve, tu es comme à ton habitude, seul, plutôt à l'écart du groupe. Tu n'aimes pas trop ces comptoirs marchands qui appartiennent à la nation parce que tu sais que ton peuple y est mal vu. Et au moment où on te retrouve, tu es, comme à ton habitude, plongé en pleine cryoméditation. Tu es sans doute assis à l'écart, dans un endroit où tu peux sentir l'air frais sur ta cryokitine, et tu essaies de rêver. Sauf que, comme nous le savons tous les deux, Yoris n'a jamais rêvé, il n'a jamais eu de vision. Ton peuple t'a promis un peu une grande destinée, mais ça fait quand même des dizaines, voire peut-être des centaines de cycles que tu parcours le Polskar et tu n'as jamais eu de vision. Quel est ton état d'esprit au moment où tu es plongé en pleine méditation? À quoi tu penses? Quelle image tu essaies de... J'essaye de voir le courant gravitaire. Je m'imagine dedans, plongé, en train de voler, en train de sentir le vent, comme si j'étais à bord de mon vaisseau. Ok. Voilà. Je me projette un peu dans cette vision-là. Tu te vois dériver, tu te vois aux commandes de votre aéronef, le vent sur ton visage porté par le courant gravitaire du Stratos.
Et à un moment, tu as une vision, tu vois un petit éclat rouge, un petit éclat de couleur rouge voler, dériver en fait à l'amont du courant et venir se poser sur le pont, là où tu dérives. C'est de la... Tu es presque dans un rêve éveillé, tes compagnons ne sont pas là, et tu vois se déposer à tes pieds une feuille de mébouk. Le mébouk, c'est le seul arbre qui pousse sur le Polescar. C'est, imagine, un gigantesque baobab, mais sculpté par les vents. Okay, et pour toi, pour ton peuple, le mébouk, c'est vraiment l'accord parfait entre la glace. C'est vraiment un arbre qui a appris à vivre en accord avec le vent, avec le Krios. C'est des arbres pour lesquels votre peuple a un profond respect. Et tu vois cette feuille se poser près de toi, fébrile, elle semble comme glisser sur le pont. Que fais-tu ? J'essaye de la ramasser, de la prendre, pour vérifier que c'est bien ce que je pense. Tu la prends et effectivement, c'est la feuille d'un mébouk, une feuille épineuse qui ressemble un peu à la feuille d'un chêne Cécile, par exemple. Et quand tu re-regardes, quand tu portes ton regard à l'horizon, tu vois se dessiner la silhouette d'un mébouk, justement. Quelque chose d'assez éthéré, puisque tu es dans un environnement un peu... un rêve. Et tu sens comme l'envie de te rapprocher, comme si de ce mébouk dépendait un peu le secret de ta destinée et ta place dans ce monde, parce que ton peuple t'a promis un grand destin, mais depuis quelque temps tu ne vis que de larcins, de petites expéditions certes engagées, mais engagées pour des objectifs humains, quoi. Pour toi, tu aspires à plus grand quand même. Tu infléchis la courbe de l'aéronef, tu dérives jusqu'à baisser en altitude et te déposer sur le vaste, sur cette étendue de sel et de sable fossilisé, comme une mer d'antan fossilisée. Tu commences à marcher 1 heure, quelques heures, toujours en direction de cette silhouette, jusqu'à arriver à proximité des premières racines en fait gigantesques de cet arbre. Et tu entends une voix dans le vent te murmurer « Approche, il est temps ». J'y vais, je suis. Fais-moi un petit jet de Krios plus observation. Tu choisis l'aspect que tu veux. Alors, je vais prendre l'aspect corps. Krios, donc c'est 2. Et observation, je suis à 2 aussi. Et donc là, j'ai fait 3, 6 et un full en fait. Tu as fait un full. Ouais. Ok. Tu entends cette voix résonner dans ta tête. C'est, pour ainsi dire, la première fois que tu entends une voix dans ta tête. Comme si, enfin, l'écho de ton âme sœil avait décidé de prendre contact avec toi. Jusqu'à présent, tu sais en fait que les ciselés sont parcourus par les échos de leur âme sœil. Ça fait partie de leur vie, de leur quotidien. Ils sont guidés par leurs ancêtres. Mais toi, Youris, tu es toujours demeuré en silence. Et là, pour la première fois, ton âme sœil prend contact avec toi et te dit d'approcher. Tu vois cependant, tu es pris cependant d'un frisson et tu vois ce mébouk et tu vois sous la surface du sol comme des sillons craquer tout autour de toi. Et tu entends ton âme sœil qui te dit méfie-toi de ta destinée. Et tu te sens un petit peu emparé par un stress, quoi. Tu vois des sillons comme ça se former sous le sable et converger vers ta direction. Que fais-tu ? Qu'est-ce que je fais J'ai mon crocheur sur moi, est-ce que j'ai mes armes, est-ce que j'ai quelque chose ? Tu as tout ce qui constitue ton... D'accord, ouais. Et ben je dégaine mon arme et je suis le sillon avec mon crochet pour vérifier le déplacement autour de moi, tout en restant sur le qui-vive. Tu vois 1, 2, 3
3 sillons qui commencent à émerger du sol et à vraiment... Je commence à le faire tournoyer là avec la chaîne. Et ça se rapproche et à un moment il y a un des sillons qui vraiment arrête de tourner et qui commence à converger vers ta position. Tu te prépares et au dernier moment tu vois vraiment la croûte de sable et de sel sur lequel tu marches, qui est quand même relativement solide, qui a été sculptée par les vents. Cette croûte de sable et de sel qui éclate, et face à toi surgit une créature que tu connais très bien, une créature du Cryos. On appelle ça un givre-croc. Tu vois une créature, ça a la taille d'un lion, ça a la morphologie d'un crocodile, ça a une gueule béante, le corps entièrement recouvert de cryokitine, comme toi. Ça hurle, sa gueule s'ouvre sur toi, vraiment prête à te croquer. Elle doit faire 1 mètre, 1,50 m d'envergure, elle est là. Que fais-tu ? Alors moi j'essaye de passer en dessous. Ok. Et avec mon crochet de le choper pour essayer de me mettre dessus. Ok, fais-moi un jet de combat s'il te plaît. Pour savoir, le givre-croc, qui est cette créature emblématique du Cryos, elle est associée à l'aspect secondaire Cryos et à l'aspect secondaire Vaste. Donc tu peux choisir l'un ou l'autre. Ah bah Toi, Cryos. tu n'as pas de Vaste, donc tu vas utiliser Cryos. Et du coup combat en compétence. Très bien. Et tu as utilisé quel aspect ? Le corps. Ok. Je pense que ça se... Comme tu es pris par le stress, je t'impose le dé d'adrénaline. D'accord, donc un dé noir. Exactement. Ok, alors là qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas terrible. Ah si, j'ai fait 2 doubles. Ok. Et le dé d'adrénaline, j'ai fait 2. Double, ça équivaut à une réussite facile. Est-ce que tu penses qu'un givre-croc qui surgit prêt à t'avaler D'accord, va ouais, se donc satisfaire d'un double ? Donc je relance, je peux faire une relance gratuite, hein, c'est ça ? Tu peux dépenser une des relances de ton crocheur, tu vois. Tu fais, tu lances ta chaîne par exemple pour essayer d'attraper sa gueule, la refermer. Ouais. Vas-y, donc je fais une relance. Et ouais, du coup j'ai un full. Tu as un full, très bien. Ça suffit largement. Au dernier moment, tu glisses. Tu vois la créature qui vraiment en fait, elle mâche l'air en fait, sa mâchoire claque dans l'air. Tu arrives à la ligoter avec ta chaîne et en fait, occupé à attaquer cette créature, enfin à te dépatouiller avec cette créature, une deuxième surgit dans ton dos, vient pour te mâcher vraiment au niveau du tronc et tu es pris d'un... Et tu te réveilles. D'accord. Avec l'intime conviction que ta destinée semble un peu plus se dévoiler désormais. Et effectivement, quand tu te réveilles, tu es à l'endroit où tu étais plongé en pleine méditation, je ne sais pas, peut-être à l'écart, dans le comptoir, à toi de nous le dire. Mais en tout cas, quand tu te réveilles, tu reprends un peu tes esprits, ton crocheur est là, il n'est pas abîmé, il est à ta ceinture, tu te tâtes la cryokitine, tu n'as pas de blessure. Pourtant, à tes pieds, une petite feuille de mébook. Et tu entends dans ta tête une voix qui dit « C'est bien, nous pouvons commencer. » Je ramasse la feuille. Donc voilà, alors qu'est-ce que je fais, c'est ça ? Je ramasse la feuille, je la prends avec moi. Je regarde un petit peu autour de moi, qu'est-ce qui se passe, comment... T'étais où pour te plonger en pleine méditation ? À l'extérieur, pas loin du bateau, à l'extérieur, un petit peu sur un endroit un peu comme où je voyais vraiment bien l'horizon, qui était bien dégagé. Un peu une espèce un bout de côte ou quelque chose comme ça où je m'étais posée pour être tranquille, à l'abri des regards. Ok. Donc là, je me rapproche un peu du vaisseau. Je regarde s'il y a des gens aux alentours qui ont bougé en attendant. Comme tu surplombes la zone, tu vois en contrebas, à peut-être 5-6 minutes de marche, tu as vraiment une vision d'ensemble sur le comptoir. Tu vois la silhouette caractéristique d'Odyssée, cette espèce de gros brain, avec la silhouette de Taga, la silhouette de Taga qui avance comme ça. Visiblement, tu vois encore le par-dessus d'Odyssée qui est enfin, l'enveloppe métallique d'Odyssée qui fume encore un petit peu. Tu te dis bon, voilà, et tu les vois qui cheminent lentement vers vous.
fait une révérence un petit peu voilà, de... Pardon. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Il y a un petit peu de la musique dans le bar, voilà, il y a un groupe qui est là. Et hey, quelqu'un qui joue à Candy Crush. Et c'est parti!